Bonjour à tous et à toutes. Et encore merci à vous tous d'être présents à ce deuxième forum de l'INAGRIB. Donc déjà, nous présentons notre excuse pour ce petit retard que nous avons pris par rapport au calendrier qui avait été avancé. Et encore une fois de plus, bienvenue à ce forum sur l'agriculture et la sécurité alimentaire de l'INAGRIB, Initiative agricole pour le Mali en France. Ce deuxième forum, il est placé sous le haut parrainage de l'ambassadeur du Mali en France. Je vais dans un premier temps vous donner le programme de la journée. Le programme il est fait en 4 parties. Il y aura la session d'ouverture, donc qui sera donnée par le président de l'INAGRIB, M. Komé Mamadou. Il y aura Mme Kamara Awa qui va faire la présentation de l'INAGRIB. Il y aura le représentant du Haut Conseil des Maliens de France. Et il y aura également le représentant de l'ambassadeur du Mali, M. Touré Bagna, qui est conseiller économique de l'ambassade du Mali. Il y aura également le consul général du Mali en France, Traoré Mangal. La première table ronde suivra aussitôt. La première table ronde, il y aura 3 intervenants. Le premier intervenant, ça serait M. Michel Bichot, chercheur agroéconomiste, spécialiste des questions liées à la souveraineté alimentaire. Donc, il va intervenir sur le thème « À quelles conditions l'agriculture familiale peut-elle concourir de façon satisfaisante au développement rural et économique global ?» Le deuxième intervenant, ça serait M. Hassan John, ingénieur agronome, coordinateur GRDR des CAI. Donc on voit qu'il lui n'est pas présent. Donc, s'il n'est pas là, donc le deuxième, ça serait le docteur Mohamed Djoula Bader, qui est référent agronome à ACF, Action contre la faim. Donc il va intervenir sur le thème l'agroécologie, pratique d'avenir. Je n'ai pas donné le thème du deuxième intervenant, M. Hassan Diop, qui est ingénieur agronome, coordinateur de GRDR. Donc, lui va intervenir sur le thème l'agriculture et le développement rural. Quel rôle pour la diaspora malienne? Donc, ça sera la première table ronde. Et après les 3 intervenants, donc, il y aura la parole sera donnée à la salle, donc pour ceux qui veulent poser des questions. Donc la question-réponse. Et après ça, nous allons faire la pause déjeuner à partir de 13h45 ou 14h. Après la pause déjeuner, donc nous allons attaquer avec la deuxième table ronde. Donc il y aura également pour cette deuxième phase, il y aura 3 intervenants. Le premier intervenant, ça serait Guillaume Top de SIAD, qui va intervenir sur le thème Investir dans l'agriculture au Mali, monter un projet agricole. Le deuxième intervenant, donc ça sera M. Sébastien Weber, directeur commercial de Planète Garantie, donc qui va intervenir sur le sujet micro-assurance récolte, outil de développement agricole au Mali. Le troisième intervenant, ça serait Mademoiselle Aïssata Diakité, qui est ingénieure en agrobusiness. Donc elle va intervenir sur le diagnostic du secteur de l'agrobusiness du Mali. Quel rôle pour la diaspora? Après cette intervention, donc, il y aura la question. La parole sera donnée à la salle donc, pour poser les questions. Et après, la dernière phase, ça sera la conclusion, sera au président pour conclure, et les recommandations de ce deuxième forum de l'INAGRIB. Et encore une fois de plus, bienvenue à ce deuxième forum sur l'agriculture et la sécurité alimentaire au Mali. Et avant de donner la parole au président, on se tient à remercier quand même les partenaires de l'INAGRIB pour ce forum, donc qui est la BNDA, SIAD, GRDR, Planète Garantie et Diaspora Action. Et encore une fois de plus, merci et bienvenue à ce forum. Sans tarder, nous donnons la parole au président de l'INAGRIB, le camarade Mamadou Komé, pour l'ouverture de la séance. Monsieur le consul général du Mali en France, monsieur le représentant de l'ambassade du Mali en France,
Monsieur le vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, Mesdames et Messieurs les représentants des associations maliennes de France, Mesdames et Messieurs les partenaires, chers conférenciers, chers invités. Au nom de l'INAGRIM et à mon nom propre, je tiens à vous remercier pour votre présence à ce deuxième forum de l'INAGRIM. Notre association INAGRIM, Initiative agricole pour le Mali en France, dont l'objectif est la lutte contre la pauvreté et la famine par le développement du secteur agricole au Mali, organise ce deuxième forum pour mettre en lumière les enjeux et les opportunités de l'agriculture, non seulement pour la diaspora malienne, mais aussi pour les potentiels investisseurs internationaux. Au Mali, l'agriculture occupe plus de 70% de la population active et contribue pour plus de 30% au produit intérieur brut, ce qui fait de l'agriculture un des principaux piliers du développement économique du Mali. Cependant, malgré le potentiel agricole du Mali, à savoir des terres arables et des ressources hydrauliques importantes, le degré de pauvreté reste encore très élevé et la situation alimentaire très précaire au niveau des zones rurales. Cela s'explique par un certain nombre de contraintes auxquelles fait face l'agriculture malienne. Ces contraintes sont surtout dues aux conditions climatiques, à savoir une pluviométrie faible et irrégulièrement répartie, et aussi au manque d'investissement dans les milieux ruraux et dans les activités agricoles. Afin de tirer le meilleur profit des opportunités qu'offre l'agriculture au développement économique du pays, il demeure primordial d'accroître les investissements dans le secteur agricole. L'INAGRIM place ces forums sous le signe de l'agriculture familiale, puisque, comme vous le savez, nous vivons actuellement l'année internationale de l'agriculture familiale, dont le lancement officiel eut lieu le 22 novembre 2013 au siège des Nations Unies. Depuis toujours, l'agriculture familiale occupe une place privilégiée parmi les activités humaines. Actuellement, plus de 1,3 milliard de personnes travaillent au sein d'une exploitation agricole. Première source d'approvisionnement en produits alimentaires et source d'emploi, l'agriculture familiale regroupe cependant la majorité des pauvres. En effet, 70% des aliments consommés proviennent de l'agriculture familiale et 40% des ménages vivent de cette activité. Au Mali, avec plus de 806 000 unités agricoles, les exploitations familiales concentrent plus de 90% de la production agricole. Pour jouer pleinement son rôle et relever les défis de l'avenir, l'agriculture du Mali en général et les agricultures familiales doivent bénéficier des politiques publiques adaptées. Et le rôle de la diaspora pourrait être prépondérant en la matière. Actuellement, l'essentiel des apports financiers dans les zones rurales provient de la diaspora qui joue un rôle très important dans l'économie malienne, puisque comme la Banque africaine de développement africaine a estimé l'apport de la diaspora malienne de France et d'ailleurs à quelques 428 millions d'euros, soit plus de 300 milliards de francs CFA à l'économie malienne par an, ce qui fait vraiment fait ressortir l'importance de la diaspora malienne. Mais cet apport financier est essentiellement destiné à couvrir des besoins ponctuels tels que l'achat de nourriture et à financer des secteurs sociaux tels que la construction d'écoles, de forages, d'écoles, qui sont vraiment très utiles pour le développement local. Mais le défi pour la diaspora et le développement et le gouvernement malien est de rechercher des voies et moyens pour réorienter cette manne financière vers des activités plus productives et vitales. Et le Mali étant un pays agricole par excellence, l'agriculture apparaît naturellement comme un domaine où cette manne financière pourrait être réorientée et canalisée. Cela est d'autant plus important que les migrants sont majoritairement issus des milieux ruraux. Le financement de l'agriculture et du développement rural par l'argent des migrants aura un triple avantage. D'augmenter la production agricole, donc de juguler les récurrentes crises alimentaires,
De 2, de créer des activités génératrices de revenus, réduisant ainsi l'exode rural et l'immigration des jeunes. Et de 3, de façon générale, à esquisser un développement à la base. Le Mali étant un pays agricole et rural par excellence, toute politique de réduction de la pauvreté passera nécessairement par l'investissement dans l'agriculture. Le forum que nous organisons que nous organisons pour la deuxième fois vise un double objectif. 1. Discuter des défis et des enjeux de l'agriculture malienne dans la réalisation de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté, et susciter l'intérêt de la diaspora pour les activités agricoles au Mali et faire des recommandations aux autorités maliennes afin de faciliter l'investissement de la diaspora dans ce secteur. Je vous souhaite un forum enrichissant sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Je vous remercie. Bonjour la salle. C'est un réel plaisir pour nous de vous présenter notre association, Initiative agricole pour le Mali, en France. L'INAGRIM est une association agricole créée en France pour promouvoir et valoriser les activités agricoles au Mali. L'objectif principal de l'association est de contribuer à la lutte contre la pauvreté, la famine au Mali, à travers le développement du secteur agricole. L'association INAGRIM vise les objectifs spécifiques suivants. Soutien à l'agriculture, l'élevage, la pêche familiale au Mali. Augmentation et diversification de la production agricole et animale. Soutien au développement d'activités agricoles génératrices de revenus. Soutien à l'émancipation des femmes et des jeunes agriculteurs. Réalisation des projets agro-silvopastoraux et agro-industriels. Former les paysans aux techniques agricoles respectueuses de l'environnement. La recherche de voies et moyens afin de valoriser les activités agricoles par la mise à disposition des paysans des moyens matériels, techniques et financiers pour un meilleur rendement agricole. Soutien et accompagnement des migrants dans la réalisation de leurs projets agricoles. Travailler de concert avec les ONG, l'État, les collectivités locales, associations et d'autres structures dans le domaine du programme alimentaire et la protection de l'environnement. Mener des actions de solidarité et toute autre action socio-économique pour le Mali. Pour atteindre ces objectifs, l'INAGRIM s'est assigné les missions suivantes. Renforcer les capacités de production agricole locale. Encourager l'investissement des migrants dans les activités agricoles. Servir de cadre de concertation pour les migrants maliens intéressés par l'agriculture. Participer au dialogue politique et agriculture sur l'agriculture au niveau national et international. Collecter, traiter et diffuser des informations auprès de ses membres. Servir d'interface entre la diaspora malienne et les autorités maliennes d'une part et les bailleurs de fonds d'autre part. La négociation avec l'État et les partenaires au développement sur les questions d'intérêt commun aux structures membres. Orientation de l'agriculture, questions foncières, code des investissements en agriculture et en élevage. Accompagner la professionnalisation des agricultrices et des agriculteurs. Favoriser les partenariats et la coopération avec d'autres associations au niveau national et international. L'une des missions majeures de l'INAGRIM est de susciter l'intérêt de la diaspora malienne pour l'agriculture afin qu'elle s'investisse
dans cette activité. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Monsieur le président de l'INAGRIM, monsieur les membres de l'association de l'INAGRIM, monsieur le consul général du Mali, monsieur le représentant de l'ambassadeur, chers invités, au nom du Haut Conseil et de la communauté malienne de France, nous disons merci à l'INAGRIM pour avoir ciblé un domaine très important dans le domaine de l'économie malienne, à savoir l'agriculture. Il est vrai que l'agriculture est un potentiel énorme pour notre pays, qui jusque-là, malgré que nous sommes tous, en tout cas en grande majorité, en ce qui concerne l'immigration malienne en France, la majorité, on est tous du monde rural. Et on a beaucoup investi, c'est vrai, dans les domaines, dans les infrastructures socio-sanitaires. Et nous savons aussi que les tournants de cette immigration, c'est dans les années de grande sécheresse, qui a vu que l'agriculture ne nourrit plus son homme. Et c'est à partir de là que, en tout cas, l'immigration s'est beaucoup amplifiée. Mais je pense effectivement ces domaines-là, nous ne sommes pas tellement intéressés, à vrai dire, sur les questions de l'agriculture. Parce qu'on aurait dû comprendre que nous sommes venus en France, en majorité, parce que nous sommes dans une zone où l'agriculture ne nourrissait plus l'homme. Et que devons-nous faire pour vraiment adapter notre agriculture aux conditions locales? Je ne pense pas que c'est seulement un problème de moyens, c'est aussi une question de prise de conscience. Et c'est ça aussi l'intérêt de l'INAGRIM, d'avoir attiré, en tout cas su attirer l'attention que si nous voulons vraiment nous développer, la sécurité alimentaire est indispensable. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas ne pas mettre au travail 70% de notre population. Parce que 70% des Maliens sont dans le domaine agricole. Et je pense que si on s'intéresse bien à ces domaines-là, les migrants, en essayant de réorienter leur activité de plus en plus vers le secteur agricole, qui est l'immense potentiel pour le Mali, parce que nous savons que le Mali dispose des terres et de surfaces arables très importantes, mais aujourd'hui qui ne sont pas mises en valeur. En tout cas, cette interpellation, nous la mesurons à sa juste valeur. Le Haut Conseil apportera tout son aide, tout son appui, son accompagnement. C'est que pour que demain, l'agriculture fasse partie aussi de nos préoccupations quotidiennes en termes de développement. En tout cas, moi, je pense aussi que ce forum il est important. Et nous espérons qu'au sortir de ces forums, il sortira des recommandations pertinentes qui pourront servir, en tout cas, des références, en tout cas pour les migrants, mais aussi pour l'État malien, afin que, dorénavant, nous ne disions pas, on ne savait pas que l'agriculture pouvait aussi être un levier important pour le Mali, pour l'Afrique, parce qu'il faut se dire que dans les années 80, la Banque mondiale avait fait un rapport en disant si le Mali avait suffisamment investi, ne serait-ce qu'une partie de l'aide au développement dans le domaine de l'agriculture, elle pouvait nourrir toute l'Afrique occidentale. Donc c'est dire quand même qu'on a vu l'Office du Niger et d'autres régions du Mali qui ont un potentiel énorme. Et nous sommes tous d'accord sur un sujet, tous les Maliens veulent le développement du Mali. Alors si nous voulons le développement du Mali, mais saisissons les opportunités du Mali. On ne peut pas développer les pays si on ne met pas en valeur les atouts, les opportunités qui s'offrent à ces pays-là. Et je pense que nous partageons tous que l'agriculture est l'un des atouts pour le Mali et nous devons tous réfléchir, nous mettre en ordre de bataille pour que, en tout cas, l'agriculture puisse jouer son rôle de moteur dans le développement du Mali. En tout cas, ce que je voulais dire, je ne suis pas un expert de l'agriculture, mais en tout cas, tous les experts sont d'accord que le Mali devait mettre en valeur son agriculture pour sortir de la pauvreté. Et c'est là que nous la partageons. Comme je l'ai dit, merci à l'INAGRIM et merci aux hommes et femmes qui ont voulu faire le déplacement. Merci à
à Hassan John, à tous les experts. Hassan qui est quelqu'un qui travaille beaucoup dans la vallée du Sénégal, qui est les GRDR, avec les GRDR. C'est un jeune qui a fait beaucoup de travaux dans le domaine des réalisations des micro-barrages, qui ont montré leurs preuves dans cette partie du Sahel occidental. Merci beaucoup, en tout cas. Et si je n'ai pas cité les noms de tout le monde, je pense que vous ne m'en tiendrez pas à rigueur. En tout cas, je me remercie toutes et tous pour leur contribution à ce forum. Monsieur le Président de l'Initiative agricole pour le Mali en France, Monsieur le Vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, Monsieur le Consul général, Mesdames, Messieurs les partenaires, chers invités, Mesdames, Messieurs les experts. Je voudrais, à l'entente de mon propos, vous présenter les regrets du ministre du Développement rural et de l'ambassadeur du Mali en France de n'avoir pas pu participer à la cérémonie de ce matin à vos côtés pour des raisons évidentes de calendrier. Cependant, Mesdames, Messieurs, le forum qui nous réunit aujourd'hui revêt une double importance pour les autorités maliennes. D'abord, elle est l'expression de la volonté de la diaspora malienne, où qu'elle soit, de participer à l'œuvre collective et patriotique de reconstruction de notre pays. Ensuite, au regard des objectifs fixés par ce forum, à savoir discuter des défis et des enjeux de l'agriculture malienne dans la réalisation de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté, susciter l'intérêt de la diaspora pour les activités agricoles au Mali, et de faire des recommandations aux autorités maliennes afin de faciliter l'investissement de la diaspora dans ce secteur. Mesdames, Messieurs, le secteur choisi par cette association, Inagrim, occupe 44% du PIB national et 80% de la population active. C'est dire que l'économie malienne est essentiellement basée sur l'agriculture. Je reste convaincu que les cadres de dialogue et de concertation ainsi créés par votre initiative autour des thématiques aussi variées que sont l'agriculture et le développement rural, quel rôle pour la diaspora, l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire au Mali, l'investissement dans l'agriculture au Mali, l'agroécologie, tous ces thèmes aboutiront à des conclusions pertinentes pour le bien-être des populations maliennes. Enfin, nul n'ignore la portée symbolique et culturelle pour la diaspora d'investir dans son pays, quel que soit le secteur et le domaine. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je voudrais lancer un appel à l'ensemble des acteurs du secteur privé malien à s'inspirer de l'exemple de l'Inagrim, car à n'en point douter, la diaspora malienne recèle un fort potentiel de développement et cela dans tous les secteurs. Je puis vous assurer de l'accompagnement de l'ambassade du Mali pour la transmission des recommandations aux plus hautes autorités maliennes de cette journée. Je vous souhaite plein succès. Merci. Monsieur le Président de l'Inagrim, Monsieur le représentant de l'ambassadeur du Mali en France, Monsieur le vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, Mesdames et Messieurs, honorables participants, l'intérêt de parler en dernier, c'est que pratiquement tout a été déjà dit, donc c'est pourquoi je serai assez bref. Simplement pour féliciter l'Inagrim pour cette initiative, parce que pour nous, il est réconfortant de savoir au niveau des autorités, de savoir que la diaspora s'intéresse à la valorisation du potentiel agricole de notre pays. Parce qu'il est évident que depuis les indépendances, le Mali a eu pour ambition d'être le grenier de l'Afrique occidentale. Et que le gouvernement seul et les partenaires ne peuvent pas valoriser suffisamment ce potentiel s'il n'y a pas l'accompagnement des Maliens de la diaspora. Donc c'est pour nous réconfortant de voir que les Maliens de la diaspora en général et la diaspora malienne de France en particulier s'intéressent à ce domaine qui est assez sensible. Donc comme je l'ai dit, je voudrais simplement les féliciter et remercier tous ceux qui ont accompagné cette initiative. Je voudrais en particulier parler du GRDR, de Planète Garantie, de la BNDA et
et va jusqu'à, il y a certainement des partenaires que j'ai dû oublier, en tout cas, et du CIAD. Donc je voulais simplement les remercier pour avoir accompagné cette importante initiative et souhaiter plein succès à vos travaux. Je vous remercie. Et sans tarder, nous allons ouvrir la première table ronde. Donc, en donnant la parole au premier intervenant qui est Michel Bichon, chercheur agroéconomiste, spécialiste des questions liées à la souveraineté alimentaire. Donc, il va intervenir sur quelles conditions l'agriculture familiale peut-elle concourir de façon satisfaisante au développement rural et économique global. Monsieur Michel Bichon. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de saluer le représentant de l'ambassadeur, le consul général, le président de l'INAGRIM, le vice-président des Maliens de France, qui montrent par leur présence l'importance du sujet qu'on aborde aujourd'hui. Donc, je suis désigné comme chercheur, je l'ai été un peu dans mes activités professionnelles, mais il y a longtemps que je ne le suis plus, puisque je suis à la retraite déjà depuis de très nombreuses années. Simplement pour vous dire que je suis très content d'être là avec vous pour la deuxième année consécutive. Merci à Mamadou Komé de m'avoir invité une deuxième fois, car pour moi ces contacts sont très importants, vu que j'essaye d'appuyer effectivement des organisations telles que le ROPA, qui regroupe tous les syndicats agricoles de l'Afrique de l'Ouest, dans leurs travaux, notamment sur la souveraineté alimentaire. Oui, donc je suis chargé d'introduire cette journée autour de la question à quelles conditions l'agriculture familiale peut-elle assurer la sécurité alimentaire et un développement rural satisfaisant au Mali. Je rajoute inclusif, j'expliquerai tout à l'heure ce que j'entends par là. Donc tout d'abord quelques mots d'introduction autour de la question de l'année internationale de l'agriculture familiale décrétée donc par l'Organisation nationale des Nations Unies. C'est effectivement une bonne idée et cette idée s'est concrétisée suite à une demande de l'Indonésie, je crois, de développer au sein de l'ONU un débat contre le développement de l'agrobusiness qui effectivement mettait en cause le développement de l'agriculture familiale à l'échelle du monde. Et à l'ONU, on ne plaide pas contre, on plaide pour. Donc, à partir d'une demande d'une année contre l'agrobusiness, ça s'est transformé en une année pour l'agriculture familiale. Ce qui est une très bonne idée, parce qu'effectivement, comme ça a déjà été dit à cette tribune, et comme vous le pensez tous, l'agriculture familiale, particulièrement au Mali, est la condition indispensable d'assurer la lutte contre la pauvreté de tous, et d'assurer un développement harmonieux du Mali. C'est une bonne idée à condition de prendre en compte, et je vais essayer de vous expliquer quelques éléments de cette prise en compte, de prendre en compte ce qu'est réellement l'agriculture familiale, qu'est-ce qui la menace pour arriver effectivement à renforcer la situation de l'agriculture familiale au Mali et par là renforcer le développement du Mali dans son ensemble. Alors, c'est une bonne idée, notamment en prenant en compte, en faisant l'effort de définir ce qu'est l'agriculture familiale et avant cela, ce qu'est l'exploitation familiale, base de l'agriculture familiale. Beaucoup de gens, y compris des chercheurs, font l'impasse sur cette première étape, définir ce qu'est l'exploitation familiale, ce qui est assez difficile parce que l'exploitation familiale est très diverse dans sa taille, dans la famille qui supporte cette exploitation familiale, selon les pays, selon les régions, etc. Mais il faut quand même prendre un peu de temps pour définir ce qu'est cette exploitation familiale, base de l'agriculture familiale. C'est une forme sociale de production et de consommation, c'est-à-dire quelque chose qui fonctionne dans la société en tant que forme sociale, avec un lien organique avec la famille qui supporte cette exploitation familiale. Lien organique, ça veut dire que c'est la famille qui apporte l'essentiel du travail, dans la majorité des cas la totalité, également des autres moyens de production, souvent une grande partie de la terre, et souvent le capital d'exploitation, que ce soit le cheptel, les bâtiments, etc. Y compris dans les familles paysannes très pauvres, ce qu'apporte la famille constitue effectivement
la base du fonctionnement économique, productif de cette unité de production qu'est l'exploitation familiale. Ce qui veut dire que la famille poursuit avec cette exploitation la satisfaction de ses objectifs propres, qui sont très souvent en premier sa nourriture, l'emploi de ses enfants si possible, les revenus, et la pérennisation si possible en améliorant de son patrimoine. Donc c'est bien les objectifs de la famille qui sont déterminants dans ce fonctionnement technique et économique de l'exploitation agricole. Et cette situation est caractérisée par ce qu'on appelle le statut hybride, c'est-à-dire la combinaison sur les mêmes personnes, ce qui existe également dans l'artisanat, dans beaucoup d'activités économiques, mais qui est très particulier dans l'agriculture, ce qu'on appelle le statut hybride, c'est-à-dire la combinaison de l'apport du travail et du capital à travers les mêmes personnes, contrairement à la majorité des unités de production dans le monde, qui sont des statuts séparés entre les travailleurs et les apporteurs de capitaux, les gestionnaires d'entreprise. Ce statut hybride a beaucoup de conséquences dans la mesure où les exploitants ont, dès qu'ils ont un certain revenu, d'être entrepreneurs, non pas patrons, mais entrepreneurs, c'est-à-dire de choisir quelle combinaison des facteurs de production ils développent. Par exemple, à partir d'une certaine taille, notamment en France, c'est est-ce que je me spécialise dans une production en investissant dans cette production? Est-ce qu'au contraire, je garde une production diversifiée, plus écologique, plus sociale, en accroissant par exemple l'emploi à la place des machines supplémentaires? Donc, ce qui est important avec ça, c'est que les membres de la famille ont une certaine marge de manœuvre dans les choix de l'orientation de leur production et de la façon de produire. Ce qui veut dire que derrière, quand on veut développer ce type d'agriculture, c'est bien effectivement à ces exploitants, à ces familles qu'il faut s'adresser en essayant de les aider à développer la satisfaction de leurs objectifs de la famille, ce qui est souvent la meilleure façon de développer l'agriculture familiale. Alors, tout ça s'inscrit dans une grande diversité, je l'ai évoqué, mais il faut bien prendre cette unité de l'exploitation familiale en compte pour la suite des propos. Il peut y avoir effectivement des conséquences négatives à ce statut. Par exemple, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de droit du travail dans l'exploitation familiale, d'où l'importance du travail des enfants, par exemple, d'où plein de problèmes qui peuvent se poser. Mais l'exploitation agricole a quand même de grandes capacités sur lesquelles que je développerai tout à l'heure. Cette agriculture familiale, qui repose sur l'exploitation familiale, est complètement opposée à des formes qui se développent dans l'agriculture, y compris en Afrique, qu'on peut qualifier d'exploitation agricole capitaliste, où là, le travail et le capital sont séparés, et les objectifs, c'est la rentabilité, et non plus les objectifs de la famille. Ce type d'entreprise agricole, qui prend différentes formes, va avoir effectivement une stratégie qui est beaucoup plus à partir de la rentabilité, d'exploiter au maximum les ressources, y compris de s'en aller si les conditions de cette rentabilité ne sont pas satisfaites. Voilà donc un petit peu par quoi je voulais commencer, faire des tours par la définition d'exploitation familiale, car elle est déterminante sur le fonctionnement des agricultures familiales. Ce qui fait aussi qu'il faut prendre le temps de réfléchir à ce que sont les agricultures familiales, qui sont elles-mêmes autre chose qu'une somme d'exploitation familiale. Toute agriculture familiale est diverse, elle est ancrée dans un territoire, elle s'inscrit dans des réseaux, elle s'inscrit dans des développements locaux, etc. Elle assure également des fonctions de service à travers le respect des conditions écologiques, etc. Donc, tout ça me conduit à signaler la diversité des formes d'exploitation et d'agriculture. Les formes d'exploitation, je pense qu'y compris en Afrique où la diversification est en cours, il faut prendre en compte une part importante d'exploitation qui relève de l'agriculture de subsistance, donc des exploitations qui ont du mal à assurer leurs biens, à satisfaire leurs objectifs fondamentaux d'alimentation, de revenus minimum, etc., qui sont également effectivement très importantes en pourcentage et en nombre d'habitants dans la plupart des pays africains. Il y a encore des exploitations que l'on peut qualifier de paysannes, c'est-à-dire qui cherchent à maintenir leur autonomie par rapport au marché,
même si elles se modernisent. Au sein des exploitations familiales, donc plus modernisées, je propose deux groupes. Un groupe d'exploitation familiale durable, c'est-à-dire qui cherche à satisfaire aux objectifs en matière sociaux et d'emploi, tout en respectant les ressources naturelles, et d'autres exploitations familiales que l'on peut qualifier de productivistes, c'est-à-dire qui cherchent à développer au maximum leur production pour le marché en achetant le maximum de produits d'origine industrielle, intrants et moyens de production, et qui vont, elles, contribuer à des modes de développement qui ne sont pas très satisfaisants. Diversité aussi des formes selon les types de famille, mais je ne développe pas, vous êtes là-dessus, que moi. Deux mots sur l'agriculture du Mali maintenant pour situer le contexte. Mamadou Tomé en a déjà parlé, donc je vais être rapide. Donc, au Mali, il y a effectivement une grande diversité de situations entre la partie Sahel, désert et Office du Niger, qui représente une part importante du potentiel agricole du Mali. L'agriculture malienne représente, comme ça a été dit, effectivement, près de 80% des emplois et 64% de la population est rurale. D'où l'enjeu, effectivement, de l'objectif que vous êtes donné aujourd'hui de réfléchir aux modalités de développement de l'agriculture familiale. J'insiste un petit peu aussi sur les conditions politiques de ce développement qui sont très importantes. Les politiques étatiques après l'indépendance, qui n'ont pas eu non plus tout le succès attendu, ont été suivies par une libéralisation également mal préparée avec les plans d'ajustement structurel. Donc on est passé de ce que Mamadou Sissoko, qui est une de mes références sur ces questions, président d'honneur du repas, agriculteur sénégalais bien connu, on est passé d'une situation du tout État à une situation du zéro État, et à chaque fois avec des conditions mal préparées et des transitions mal réalisées entre les deux situations. Donc on a une agriculture qui a été ballottée entre, en plus des conditions climatiques, la sécheresse, etc., qui a été évoquée. L'agriculture malienne, comme d'autres, beaucoup d'agricultures africaines ont été ballottées entre des politiques contradictoires, mal suivies, mal préparées, qui ont été en plus, dont les conséquences ont été amplifiées par les difficultés climatiques, etc. Il y a également, au niveau politique, un lien entre la production et l'alimentation des familles, qui n'est pas toujours assuré par les conditions d'organisation des marchés, des revenus, etc. Il y a eu au Mali tout un projet avec la loi de 2006 sur le agricole, qui n'a pas connu encore tous les textes d'application, notamment cette loi évoquée, cette constitution agricole, ils ont évoqué notamment le travail en direction de la souveraineté alimentaire, mais les textes n'ont pas été mis en œuvre, parce que notamment le Mali se trouve en accord au sein de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, comme au sein de la coopération économique pour le développement économique de l'Afrique de l'Ouest, qui sont assez contraignantes au niveau des règles monétaires et des règles internationales, qui fait que le Mali lui-même a peu d'autonomie par rapport à sa propre politique. À signaler à côté de ça des organisations agricoles relativement dynamiques, avec le CNOP pour le Mali, qui est lui-même inséré au sein du repas, donc qui regroupe toutes les organisations de la CEDEAO. Il y a là un potentiel en lien avec toutes les organisations de terrain qui peut permettre effectivement de soutenir et développer l'agriculture familiale. Alors maintenant, quelles sont effectivement les raisons particulières de défendre et de promouvoir les agricultures familiales? Je ne vais pas les citer tous, simplement citer les principales. L'agriculture familiale est affrontée à un fort taux de pauvreté au Mali comme dans beaucoup d'autres pays, mais cette agriculture familiale est malgré tout la condition de la lutte contre la pauvreté et la malnutrition. C'est le lieu de la préservation du maximum d'emplois dans l'agriculture grâce à des systèmes à forte valeur ajoutée et à fort taux d'emploi, j'y reviendrai tout à l'heure. L'agriculture familiale représente aussi un enjeu extrêmement important comme étant la seule perspective, le seul moyen d'assurer une bonne valorisation, une bonne protection des ressources naturelles dans toute la diversité des conditions de l'État malien. Seule l'agriculture familiale est en capacité de valoriser ces ressources et dans les différents lieux et en fonction de ces ressources
extrêmement diverses au sein du Mali. Pour cela, effectivement, il faut que l'agriculture malienne soit confortée, aidée par les pouvoirs publics, aidée par les réseaux, etc. Mais ce troisième point, j'y insiste, c'est une des façons de garantir effectivement la sécurité alimentaire et la préservation des ressources écologiques dans les meilleures conditions. L'agriculture familiale a beaucoup d'autres vertus sur lesquelles je ne cite pas, notamment des vertus de résilience. L'agriculture malienne l'a bien montré lors des grandes sécheresses, même si les conditions ont été difficiles, avec notamment le renforcement de l'immigration. Mais cette agriculture familiale, au Mali comme ailleurs, est soumise à des difficultés internes et externes. Deux mots sur les difficultés internes, j'y insiste pas, vous les connaissez aussi bien que moi. C'est la pauvreté, c'est le manque de moyens d'équipement, c'est la difficulté d'organisation des marchés locaux, etc. On y reviendra. Difficulté d'accès pérenne aux foncières et faire face à l'accaparement des terres. Nécessité aussi de ressources adaptées en semences, etc., qui ne sont pas toujours là où les agriculteurs, les paysans en auraient besoin. Les autres difficultés sont d'ordre externe, c'est notamment tous les effets du commerce international qui, même s'il représente une faible part d'alimentation, a des effets perturbateurs, y compris en termes de régime alimentaire, et du pouvoir des sociétés transnationales qui se développent. Tout le développement également du financement de l'agriculture qui fait que les agricultures africaines sont soumises à de très grandes spéculations. Ces développements de l'agriculture familiale s'inscrivent dans une période particulièrement difficile du développement du monde. Les agricultures européennes et d'autres pays qui ont réussi à se développer avec progressivement absorption de la main-d'œuvre libérée par la modernisation de l'agriculture dans d'autres secteurs, se situent dans des conditions particulièrement difficiles dont la communauté internationale ne prend pas assez compte. Ces difficultés internationales, ces difficultés des agricultures d'Afrique subsaharienne notamment, sont le fait qu'il faut développer ces agricultures absolument en maintenant le plus d'emplois dans cette agriculture, alors que les marchés internationaux ont déjà perturbé les habitudes alimentaires, que ces pays ont de faibles capacités à investir dans des secteurs non agricoles et que ces agricultures sont confrontées à des agricultures d'autres pays beaucoup plus compétitives. Donc si on ne modifie pas les règles auxquelles ces agricultures sont soumises, autour notamment des réflexions et des propositions autour de la souveraineté alimentaire, ces agricultures ne pourront pas se développer de façon cohérente. L'autre difficulté, c'est que ces agricultures sont soumises, vous le savez bien, en liaison avec votre propre pays, au dérèglement climatique qui frappe particulièrement vos régions. Ceci est une des conditions aussi de la prise en compte des conditions de développement de ces pays. Si la communauté internationale, il y a un sommet du climat à Paris en fin 2015, si la communauté internationale ne prend pas le temps de prendre en compte et de prendre des décisions, les conséquences du dérèglement climatique sur vos pays et toutes les autres péri-équatoriales et équatoriales, sud et équatoriales, il y a là une malhonnêteté de la communauté internationale et notamment des pays qui, par leur développement, ont provoqué ce dérèglement climatique. L'autre question, c'est que l'agriculture de ces pays est affrontée à un mode de développement qui regroupe à la même période ce que les pays développés ont connu à 3 périodes différentes. À une époque, l'agriculture européenne était soumise à un développement, à des exploitations qui relevaient seulement des différences de moyens de production, de potentiel de production. Elles avaient plus ou moins d'hectares, elles avaient plus ou moins d'hommes, etc. Donc la petite exploitation était confrontée à l'exploitation de taille supérieure. Mais ceci dans des étapes de marché qui étaient relativement modestes. La deuxième phase, qui a été la grande transformation de l'agriculture européenne, française notamment, s'est faite à un moment où l'arrivée des facteurs industriels a complètement chamboulé la hiérarchie des exploitations, une hiérarchie fondée sur la taille des moyens de production, est passée aussi sur une deuxième hiérarchie, la capacité d'absorber et d'utiliser correctement les facteurs industriels, chimie, énergie, tracteurs, etc. Et la troisième phase qui s'accumule aux 2 précédentes pour les agricultures de l'Afrique,
c'est cette ouverture commerciale, cette libéralisation. Donc des agricultures qui sont confrontées à des difficultés particulièrement fortes, alors qu'elles ont elles-mêmes à affronter des modalités de développement particulièrement difficiles. Alors quelques mots sur les conditions d'un développement inclusif pour ces agricultures. Je commencerai par citer un texte que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps de Mamadou Sissoko dans une publication d'un organisme français sur nourrir les villes. Pour cela, nous devons défendre un développement local ancré dans le territoire. Nous ne voulons pas de grande concentration des productions au niveau national. Nous voulons un développement équilibré qui maintiendra les marchés hebdomadaires. C'est là que s'échangent aujourd'hui 80% de nos produits. Dans les villes qui abritent ces marchés et qui polarisent circuits d'entre 20 et 30 villages, il faut construire des magasins de stockage, développer le crédit stockage et au niveau départemental soutenir la création de petites et moyennes industries. Mamadou Sissoko évoque à ce propos le fait qu'effectivement les conditions de marché et de transformation des produits est extrêmement importante pour maintenir effectivement les emplois nécessaires sur les agricultures. L'autre élément important, c'est effectivement, et élément important et difficile, on l'a dit tout à l'heure, l'agriculture malienne concentre à peu près 80% de la population active, voire plus selon d'autres estimations, et l'économie malienne est en faible capacité de développer des emplois dans d'autres activités que l'agriculture et en liaison directe avec cette agriculture. Donc l'enjeu principal est effectivement d'arriver, on le verra tout à l'heure, je pense avec l'agroécologie, de permettre aux exploitations, quelle que soit leur taille, d'accroître leur production par hectare, même si toutes n'ont pas accès à un hectare, par unité de surface, par unité de travail. Augmenter la valeur ajoutée, ça veut dire augmenter la production sans accroître sensiblement les coûts de production en intrants, en matériel, etc. C'est là où les propositions de type agroécologique sont intéressantes pour effectivement favoriser ce développement en valorisant au mieux les ressources naturelles et en minimisant les achats pour que les produits vendus dégagent effectivement le maximum de valeur ajoutée, donc une capacité d'alimenter des gens. L'autre condition, c'est celle qu'évoquait Mamadou Sissoko dans ma citation, c'est effectivement d'organiser les producteurs, d'organiser les circuits de vente et de transformation des produits, y compris à l'échelle de la petite zone, de façon à ce que les agriculteurs trouvent non seulement des débouchés, mais qu'y compris les membres des familles trouvent des emplois intéressants à proximité. Il faut absolument permettre de fixer des emplois non seulement dans l'agriculture, mais dans les activités complémentaires de l'agriculture, commerce, transformation et activités de soutien à l'agriculture, que ce soit l'infirmerie vétérinaire, que ce soit des techniciens, etc., de façon à donner des emplois mobilisateurs aux jeunes et redonner de l'espoir à ceux qui n'ont pas d'autre possibilité que de rester dans l'exploitation familiale, même si elle est très petite. La troisième condition, donc des systèmes performants en valeur ajoutée en emploi, développer des activités périphériques. Et la troisième condition, c'est permettre un développement inclusif, c'est-à-dire qui touche toutes les catégories d'exploitation. Il n'y aura pas de solution à l'agriculture du Mali, comme dans beaucoup d'autres pays africains, si le développement de l'agriculture se fait en développant une concentration des exploitations, en mettant les petites exploitations de côté. Il faut vraiment trouver un système de développement de l'agriculture. On sait à peu près comment ça peut fonctionner, mais il faut des appuis qui s'occupent effectivement de toutes les catégories d'exploitation, y compris celles de subsistance pour lutter contre la pauvreté et aider les familles à renforcer effectivement leur alimentation, et les exploitations des paysans et les exploitations qui se sont déjà développées, éviter qu'elles deviennent celles qui vont consommer la terre, l'eau et les débouchés de toutes les autres exploitations. Il y a déjà au Sénégal des exploitations d'entreprises, notamment dans le fleuve, dans la région du fleuve, qui sont des entreprises qui détériorent les conditions de ce développement inclusif que je souhaite en troisième condition. La quatrième condition, c'est effectivement
contrer, et là le rôle des États est extrêmement important, contrer les forces productivistes, que ce soit celles de certaines exploitations, y compris familiales dans un premier temps, et les entreprises qui s'implantent, y compris d'entreprises agroalimentaires qui s'implantent pour développer des produits pour l'exportation ou dans des conditions très faiblement inclusives en termes d'emploi, de valeur ajoutée, etc. Donc c'est à ces 4 conditions, un développement à forte valeur ajoutée permettant le développement de tous, ou tout au moins le maximum, qui permettent le développement des activités périphériques et qui combattent les systèmes productivistes qui vont casser le développement, empêcher le développement de tous, qu'on peut effectivement, que l'agriculture familiale sera le lieu et le potentiel du développement du maximum de choses. Pour cela, il faut effectivement que les États soient en capacité, l'État malien en particulier, malgré toutes ces difficultés, de mettre en place de réelles politiques agricoles avec les paysans, avec les ruraux. Donc voilà, je terminerai là-dessus, il y aurait d'autres choses à dire, mais j'atteins le temps qui m'était imparti. Je vous remercie pour votre attention. Le deuxième intervenant, c'est Monsieur Hassan John, qui est ingénieur agronome, coordinateur GRDR de CAE. Donc il va intervenir sur le thème l'agriculture et le développement rural, quel rôle pour la diaspora malienne. Mais avant qu'il intervienne, donc il y a son collègue Lamine Camara, donc qui veut dire des mots. Lamine Camara. Merci. En fait, c'est moi qui étais le conférencier. Mais comme le coordinateur est venu, il est venu de CAI, donc je crois nécessaire qu'il est assez important de donner la parole à ceux qui vivent la réalité au jour le jour dans le pays. C'est pourquoi on a jugé nécessaire d'amener notre coordinateur, Hassan John, de pouvoir intervenir sur ces enjeux en ce qui concerne l'agriculture alimentaire. Mais moi je vais introduire le débat en disant que la question de l'agriculture familiale, la question du maraîchage sont pratiquement au cœur même de l'existence de notre association qu'on appelle le GRDR. GRDR, c'est le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural qui existe depuis 1968 et qui, à la base, a été créé par des agronomes français et des migrants maliens autour de l'agriculture. Donc, de 1960 jusqu'à 1970, ils travaillaient essentiellement sur la question agricole. Les migrants qui étaient là, qui étaient des Maliens, qui étaient soit des Sénégalais ou des Mauritaniens, travaillaient ici la terre. On avait une ferme à Villa Coublé où les migrants faisaient leur formation et ensuite ils rentraient pour pouvoir continuer ce travail d'agriculture. Mais on constate à partir de 1980, il y a eu ce qu'on appelle le regroupement familial. Donc les migrants avaient cette possibilité désormais de venir avec leur famille. Donc de l'immigration saisonnière, on vient à l'immigration évidemment de résidence. Et à partir de cela, il y a beaucoup d'enjeux évidemment qui se lèvent. Il y a la question d'insertion, la question d'emploi et beaucoup d'autres que vous le savez et que vous le vivez ici désormais. Donc cette continuité de former les migrants en disant qu'ils vont rentrer a changé d'essai. Et on le constate avec les associations des migrants avec lesquelles on travaille. On travaille sur les banques alimentaires. De plus en plus pour pallier aux périodes de soudure, on constate qu'il y a beaucoup d'associations qui, juste après les récoltes, achètent évidemment les milles, achètent évidemment les denrées alimentaires, quitte à les revendre aux périodes de soudure. Et à partir de cela, ça ne peut pas continuer ainsi, parce qu'on le constate. Les migrants qui sont de première génération sont assez fatigués, qui sont soit en retraite ou arrivent en retraite. Donc cette continuité de pouvoir développer les pays à partir évidemment des cotisations ou autres ont des limites. Donc il faut réfléchir. C'est pourquoi au niveau du GRDR, que ce soit au niveau du Mali, du Sénégal, de la Mauritanie, on a travaillé sur les questions filières. Au Akaï, quelles sont les filières qui sont porteuses qu'on peut accompagner depuis la semence jusqu'à la commercialisation. Donc on a fait un travail sur ce que nous on appelle dans notre jargon les études filières, que je vais volontiers donner la parole à mon coordinateur d'expliciter les différentes filières que nous avons identifiées, les différentes filières qui peuvent être porteuses
Et c'est là où moi je trouve que les migrants ont toute leur place à pouvoir le développer et à faire évidemment ce travail ici et là-bas en termes de commercialisation, en termes de développement et en termes de débouchés pour pouvoir pallier aujourd'hui à ce qu'on appelle le déficit en termes de projets portés par les associations de migrants pour le développement de leur territoire d'origine. C'était mon mot d'introduction. Je passe la parole à mon coordinateur Hassan Diop. Je vous remercie de votre attention. Ok, donc merci Lamine pour cette introduction par rapport au GADER. Donc moi je commencerai à remercier d'abord les organisateurs de ce forum. Donc comme quand Lamine m'en a parlé de ça, j'ai dit effectivement ça serait bon de discuter avec les gens sur des cas très pratiques, ce qu'on est en train de faire dans le bassin du fleuve Sénégal et surtout à Kaï. Donc les éléments de contexte ont été rappelés par le premier intervenant, parce que nous sommes, comme vous le savez, on est dans une évolution de la population. En 50 ans, c'est-à-dire de 1960 à 2010, la population a augmenté, a doublé, voire même triplé dans certaines localités. Et donc la question de l'alimentation, comment nourrir cette population qui cesse d'augmenter, se pose avec acuité. Mais moi, par rapport au contexte, je vais juste intervenir par rapport aux politiques publiques, parce que tout se joue sur les politiques publiques. Et donc, il y a des discours qui disent que non, l'agriculture du Nord est beaucoup plus productive, ça coûte, etc. Mais si vous voyez la façon dont l'agriculture du Nord est subventionnée, contrairement à l'agriculture du Sud, c'est normal que le producteur, par exemple, de Sandaré, qui se retrouve avec le producteur de Washington, etc., sur le marché, il ne peut pas vendre au même prix. Donc, j'insiste sur cet aspect des politiques publiques. C'est sur cette base-là que le GADER est en train de faire beaucoup de choses. En termes d'appui à la sécurité alimentaire, nous, on a ce qu'on appelle une approche systémique. Ce n'est pas construire des barrages, je sais bien construire des barrages, ça fait partie aussi des approches du GADER, parce qu'on ne peut pas parler de sécurité alimentaire et parler aussi d'une agriculture qui se fera que sur 2 ou 3 mois. Donc il faut qu'on construise des barrages dans les villages. Après les 3 mois de l'hivernage, les producteurs aient la possibilité de faire des cultures de débris, de faire des cultures de maraîchage, etc. Mais nous, on est allé plus loin par rapport à cette approche systémique. Je donne un exemple. La femme qui va passer tout son temps au puits, même si tu le construis un barrage à côté, il n'aura pas le temps nécessaire pour faire du maraîchage. Donc c'est l'approche systémique. Donc le président l'a dit tout à l'heure, donc nous on fait aussi des puits, on fait aussi des forages, il y a des projets OACGK qu'on est en train de mener. Donc c'est vraiment une approche systémique qu'on est en train de faire par rapport à la sécurité alimentaire. Et aussi, comme on le sait, c'est la sécurité alimentaire, les habitudes alimentaires ont changé et ça qui est un élément très important dans ce qui se fait aussi en Afrique. Je prends l'exemple du Sénégal. Un Sénégalais, si tu ne mets pas le plat de Kéroudienne, le plat de riz à midi, où le riz vient, c'est du riz brisé de Chine, Taïwan, etc. Lorsque tu ne mets pas le riz, disant non, parce que les habitudes alimentaires ont changé. Il faut qu'on essaye de voir aussi par rapport à ça, s'adapter sur ce qui est en train d'être fait, mais pas se baser sur l'importation. Et je sais que l'importation, ça tue aussi notre agriculture familiale. Donc, comme vous le savez, celui qui a intervenu a parlé de la différence entre l'agrobusiness et l'agriculture familiale. Nous, au GADER, on a pris le choix aussi d'appuyer l'agriculture familiale par rapport pour plusieurs raisons, parce qu'elle domine largement la production. Quoi qu'on dise, 80% aussi de la population, ce n'est pas le Mali seulement, c'est la sous-région, travaille dans l'agriculture. Cette agriculture, c'est l'agriculture familiale. De plus en plus aussi, on a des États qui disent que non, il faut produire plus, et pour produire plus, il faut faire l'agrobusiness. Et derrière cet agrobusiness aussi, il y a des tas de problèmes avec l'accaparement des terres, avec aussi des semences qui sont importées. Et juste dire 2 mots par rapport à ces semences importées, parce que le GADER a appuyé un peu dans le cadre d'un projet qu'on appelle Provacem, projet de valorisation des semences locales, pour mieux valoriser nos semences locales. Parce que sinon, on va nous importer des semences, on va nous apporter des semences hybrides, et dès l'instant où tu commences à semer des semences hybrides, tu entres dans un cercle vicieux. Tu seras tout le temps en dépendance, parce que jamais un producteur de Sénégal, de Mali ne pourra produire pour le moment des semences hybrides. Et donc, tu es obligé d'acheter des semences hybrides par rapport à cette ferme-là. Donc, par rapport au changement aussi climatique, on s'est rendu compte que l'agriculture familiale est beaucoup plus respectueuse de l'environnement et aussi s'adapte beaucoup plus. Vous verrez quand tu achètes des semences hybrides, dès qu'il y a l'hivernage qui faisait 3 mois, 2 mois, donc tu es obligé de perdre toute la récolte. Avec nos
semences paysannes, on a des semences très adaptées, des semences à cycle court, des semences aussi qui s'adaptent au stress hydrique parce qu'on est dans un hivernage aussi, ça pleuvoir aujourd'hui, ça peut rester 2 ou 3 jours sans pleuvoir. D'où cette question importante quand même de changement climatique et qui est très reconnue par rapport à notre agriculture familiale. Donc, par rapport à quelques exemples concrets dans la région de Kaye, Lamine l'a dit tout à l'heure, qui connaît le GRDS sait que notre entrée, c'est la migration. On a beaucoup appuyé les migrants dans le passé, donc dans le domaine du développement local, mais aussi dans le domaine de l'agriculture. Parce que les migrants ont beaucoup investi chez eux, donc ils envoient de l'argent pour construire des écoles, des forages, etc. Mais aussi des migrants envoient de l'argent pour permettre à leurs parents aussi d'acheter du petit matériel agricole, d'acheter des semences, de prendre parfois de la main-d'œuvre. Donc ils ont dans le passé beaucoup investi dans l'agriculture familiale. Donc nous, on est une ONG aussi qui intervient dans plusieurs domaines, notamment ce volet agriculture familiale qui est au cœur de nos activités. Donc par rapport juste à nos interventions dans la région de Kaye, parce que avant j'étais dans le bassin du fleuve Sénégal, spécifiquement à Bakel au Sénégal, où on a construit beaucoup de barrages hydro-agricoles dans les villages avec l'appui financier des migrants. Donc c'est des choses qui aussi ont contribué beaucoup à l'amélioration de l'alimentation dans ces villages. Donc par rapport à la région de Kaye, on travaille beaucoup avec le conseil régional de Kaye dans le domaine de l'agriculture. La première chose que le conseil régional aussi nous avait demandé, effectivement, Kaye c'est une zone d'agriculture et une zone de migration. Qu'est-ce qu'on va faire et quelle entrée? Donc la première chose à faire, c'est de faire ce qu'on appelle les études filières. On a étudié toutes les filières, beaucoup de filières dans la région de Kaye. Et à la fin, on a retenu 5 filières qu'on pense que c'est des filières porteuses. Donc il y a la filière banane, donc c'est beaucoup cultivé à Kaye, le cercle de Kaye et Kenyeba. Il y a aussi la filière bétail-viande, beaucoup à Yérimane, Diema et Nyoro. Et aussi il y a la filière oignon et chalotte. Donc c'est une des filières qui nous a permis même d'appuyer une organisation à Kaye qui s'appelle les RHK, donc le réseau des horticulteurs à Kaye, parce que le GRDS s'appuie beaucoup sur les organisations de paysannes, parce qu'on l'a dit, c'est avec les organisations paysannes qu'on peut influer les politiques publiques pour que les gens aussi arrêtent de nous importer du n'importe quoi, pour que les gens aussi fassent, parce que tous les décideurs, quand ils prennent la parole, que ce soit à l'Assemblée, ils vont dire que non, l'agriculture familiale, la politique de mon pays, le Sénégal, le Mali, doit se baser sur l'agriculture familiale, mais que le discours. Donc dans la pratique aussi, il faut qu'il y ait une société civile très forte. Ça peut être aussi les organisations de producteurs, mais aussi d'autres sociétés civiles très fortes qui peuvent booster aussi, qui peuvent faire influer les politiques publiques, notamment sur l'agriculture familiale. Donc les autres filières, c'est le bambou et le baobab. Donc voilà les 5 filières porteuses qu'on avait retenues. Il y en avait une dizaine au départ, mais vraiment, voilà les 5 filières porteuses. Et sur chaque filière porteuse, il y a un plan d'action. Donc juste pour prendre un exemple, nous on a étudié avec les filières porteuses. Sur chaque filière, il y a un plan d'action et donc tout ça, vous pourrez consulter ça parce que le GRDR avec l'appui le CRK avec l'appui du GRDR aussi a un atlas, ce qu'on appelle l'atlas économique des filières porteurs qui est disponible sur le site du GRDR ou bien des gens qui pourront passer au GRDR à Montreuil, etc. Donc vous avez le site du GRDR, www.grdr.org. Donc pour chaque filière, on a mis en œuvre un plan d'action. Et en fonction des opportunités, donc dès que les opportunités existent, on voit avec les migrants comment approfondir cette question. On l'a fait avec un projet qu'on appelle Papiba. C'est le projet d'appui à la filière banane. C'est un projet de 2 ans qu'on est en train de mettre à Kenyeba avec l'appui aussi de nos partenaires financiers. Donc les études filières sont là. S'il y a des migrants aussi que cette question intéresse, par exemple l'oignon, échalote ou d'autres filières, ils peuvent trouver une documentation disponible pour voir comment investir dans ça. Et juste aussi par rapport à d'autres projets, parce que je l'ai dit tantôt, donc nous c'est l'approche systémique, donc l'agriculture familiale ça englobe tout. On est avec une intercommunalité sur un projet qu'on appelle OACGTA. C'est un projet qui permet aussi d'améliorer les conditions des femmes, donc en mettant en œuvre aussi des puits et des forages. Et dès l'instant aussi les femmes ont plus de temps disponible, ils pourront s'investir dans l'agriculture, notamment le maraîchage.
Et donc, j'aimerais juste terminer par rapport à une petite conclusion pour vous dire que l'agriculture familiale produit aujourd'hui l'essentiel de l'alimentation. Parce que quoi qu'on dise aussi, l'essentiel de tout ce qu'on consomme vient de l'agriculture familiale. L'agro-business qui s'installe, je dis un exemple à Caille, avec aussi tous les problèmes qu'il y a derrière, il va utiliser peut-être quelques jeunes, on va dire qu'il a créé de l'emploi, mais sur 1000 qui va utiliser des machines, il aura juste une quinzaine de jeunes qu'il va payer 1000 francs par jour. On va dire qu'il a créé de l'emploi, etc. Mais la production n'est pas destinée au marché de Caille. La production est destinée aux États-Unis, à la France ou d'autres pays. Et donc, vu la dépendance, et nous, de chaque côté, on va nous importer quelque chose. Nous, on va produire aussi pour d'autres. Donc, nous serons toujours dépendants. Et celui qui a vu les émeutes de la fin de 2009 nous donne le courage d'investir sur l'agriculture, sur quelque chose qu'on va cultiver et qu'on va consommer. Mais malheureusement, il y a le problème des habitudes alimentaires qu'il faut essayer de voir. Donc l'agriculture familiale aujourd'hui, on produit l'essentiel de l'alimentation dans nos régions d'origine. Elle emploie aussi plus d'actifs. Parce que vraiment, quoi qu'on dise, il y a l'agriculture familiale qui utilise nos jeunes, etc. Donc elle emploie plus d'actifs aussi. Et pour nous, elle contribue aussi à une agriculture qui respecte l'environnement et qui s'adapte avec les changements climatiques qu'on a, les semences hybridées, tout ce qui se fait au nord. Donc vraiment, avec les changements climatiques, nous pensons qu'il faut investir davantage sur l'agriculture familiale. Donc son rôle est très pertinent et nous, au GADER, vraiment, nous, on a pris l'engagement, le choix aussi d'accompagner cette agriculture familiale. C'est plusieurs exemples concrets que j'aurais aimé partager avec vous, mais avec le temps, donc je m'arrête là, tout en sachant que je suis disponible à d'autres questions d'éclaircissement ou bien même des échanges pendant la pause déjeuner, etc. Je vous remercie. Merci. Donc, comme j'ai été présenté, je suis référent agriculture durable à Action contre la faim. Et comme vous le savez, une association dont le mandat principal est la lutte contre la faim en focalisant sur la nutrition. C'est donc à ce titre que j'ai été sollicité par les représentants de l'INAGRIM pour vous parler de l'agroécologie comme pratique d'avenir. Alors, mon intervention s'articulera autour de 4 axes principaux. Dans un premier temps, je ferai une petite introduction liminaire pour vous parler donc sur les enjeux agricoles et de sécurité alimentaire, histoire donc de planter le décor de mon intervention. Ensuite, je vous donnerai très brièvement quelques concepts et définitions de l'agroécologie, mais basant donc sur la littérature existante. En troisième position, je vous parlerai donc des potentiels de l'agroécologie qui avaient déjà été abordés par un certain nombre d'intervenants. Et enfin, je vous parlerai effectivement de la mise en œuvre pratique de l'agroécologique sur le terrain. Tout d'abord, donc, sur les enjeux et les défis agricoles mondiaux. Vous savez qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis de l'agriculture est de pouvoir assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour une population mondiale de plus en plus croissante. Les chiffres des Nations Unies estiment que d'ici 2050, la population mondiale atteindrait 9 milliards d'habitants. Un récent rapport de la FAO mentionnait qu'entre 2011 et 2013, 842 millions de personnes, dont une personne sur 8, souffraient de la faim. À ces chiffres donc aussi dramatiques, il faut ajouter ceux de la malnutrition. 26% des enfants sont en retard de croissance dans le monde. 3 milliards souffrent de faim cachée, c'est-à-dire des carences en micronutriments essentiels. Et tous ces chiffres sont en plus amplifiés par les effets du changement climatique qui accentuent davantage donc, les défis agricoles mondiaux. À cela, il faut ajouter aussi qu'on prévoit que d'ici 2030, 60% de la population mondiale vivrait dans des zones urbaines, ce qui demanderait donc une certaine
augmentation de la production agricole mondiale pour pouvoir assurer la sécurité alimentaire de cette population mondiale de plus en plus croissante. Mais malgré tous ces défis, aussi bien les populations rurales que urbaines dans les pays en voie de développement comptent largement et grandement sur la production agricole locale pour subvenir à leurs besoins alimentaires et nutritionnels. Il est donc évident que pour sortir les pays en voie de développement, et notamment les pays africains, du cercle vicieux de la faim et de la pauvreté, il est essentiellement et primordial de développer leur agriculture locale, donc l'agriculture familiale, et développer et renforcer les capacités de leurs petits producteurs agricoles. Mais autant il existe une certaine unanimité quant au soutien qu'il faut apporter à la petite agriculture familiale pour atteindre la sécurité alimentaire, pour réaliser la sécurité alimentaire dans ces pays en voie de développement, autant on va dire il existe une certaine dichotomie où on va dire deux écoles de pensée quant au modèle agricole à utiliser pour atteindre donc ces objectifs de réalisation de la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, à l'échelle mondiale, il existe actuellement deux modèles de production agricole et alimentaire. Donc, le premier, c'est le modèle conventionnel ici donc, de la révolution verte et qui est principalement basé sur l'utilisation des intrants de synthèse et qui se caractérise en effet par un recours massif à l'investissement privé et la mise en concurrence des marchés mondiaux. Les tenants, on va dire, les avocats en fait, de ce modèle conventionnel soutiennent bec et ongle, et souvent avec des investissements en termes de milliards de dollars dans le plaidoyer, que ce modèle est le plus à même de pouvoir résoudre les problèmes de l'insécurité alimentaire à travers le monde. Néanmoins, ce modèle, il est de plus en plus critiqué aujourd'hui, il est de plus en plus remis en cause, donc, car depuis les années 2000, un certain nombre de publications scientifiques ont mis en évidence et continuent à mettre en évidence des indices de stagnation de la production agricole, issue de la révolution verte, notamment dans les pays où la révolution verte a été le plus efficace, sur le cas par exemple des pays asiatiques. Ces données scientifiques battent ainsi en brèche, on va dire, l'argumentaire avancé, mis en avant par les tenants de l'agriculture conventionnelle, selon laquelle l'agriculture conventionnelle donc, permettrait l'augmentation de la productivité par hectare et donc contribuerait à la sécurité alimentaire mondiale. Mais en plus de ne pas pouvoir assurer la sécurité mondiale, la sécurité alimentaire pour une population mondiale de plus en plus croissante, l'agriculture conventionnelle contribue à la destruction de l'environnement et des ressources naturelles, ainsi qu'à l'approvisionnement plutôt des petits producteurs agricoles. Juste quelques chiffres pour vous donner en fait le degré d'impact de cette agriculture conventionnelle sur l'agriculture familiale. Aujourd'hui, il est estimé que à peu près 82 millions d'hectares de terres agricoles ont changé de main, c'est-à-dire qu'ils sont passés de la petite agriculture familiale aux mains des gros industriels agricoles. Un tiers des terres arables sont ainsi dégradées. 70% de la diversité génétique végétale est perdue. 22% d'espèces animales sont menacées de disparition. Plus de la moitié des réserves piscicoles mondiales sont surexploitées. Et enfin, à peu près 13 millions d'hectares de forêts sont convertis à des usages souvent non agricoles. Donc, comme vous voyez, ces données sont des preuves irréfutables et irréfragables que, en fait, de la non-durabilité des pratiques agricoles conventionnelles. Ce qui a fait que
un rapport d'évaluation internationale sur les connaissances scientifiques et techniques agricoles pour le développement, donc, qui a été produit en 2009, en fait, a mis en évidence les impacts négatifs de l'agriculture conventionnelle et a plaidé pour un changement de paradigme radical en faveur de l'agriculture durable et de l'agroécologie. Qu'est-ce que c'est l'agriculture durable? Donc, appliquer en fait à l'agriculture, le concept de durabilité en tant que tel se réfère à la capacité de l'agro-système à rester productif tout en préservant les ressources dont il dépend, c'est-à-dire terre, sol, biodiversité, etc., tout en étant économiquement fiable et socialement acceptable. Alors, qu'est-ce que c'est l'agriculture durable? Qu'est-ce que c'est l'agroécologie? Contrairement donc au modèle conventionnel qui est principalement basé en fait sur l'utilisation d'intrants de synthèse, l'agroécologie, le modèle agroécologie privilégie, met en avant donc une approche territoriale axée sur la mise en valeur des ressources naturelles et la gestion durable de ces ressources. Et à l'opposé de l'agriculture conventionnelle, le modèle agroécologique est centré sur les investissements en faveur de l'agriculture familiale. Je pense que M. Bisson l'a abordé aussi dans son intervention. Donc c'est centré sur les investissements en faveur de la petite agriculture familiale, mais aussi sur la prise en compte de l'aspect de la souveraineté alimentaire dans les pays du Sud. Alors, je vais vous donner comme deuxième axe de mon intervention très rapidement ce qui est quelques concepts de définition de l'agroécologie. La paternité en fait du mot agroécologie revient à un agronome chercheur russe appelé Benzin dans les années 30 qui l'utilisait pour la première fois en fait pour désigner l'utilisation des pratiques écologiques dans la production agricole. Bon, depuis lors, le concept et la portée de l'agroécologie ont considérablement évolué, notamment grâce à des sommités intellectuels et philosophes tels que Pierre Rabhi, à des chercheurs, à des scientifiques tels que Altieri et Glissman, mais aussi encore plus récemment à des personnes telles que Olivier de Schutter, qui ont largement contribué à la promotion et à la large diffusion de l'agroécologie comme pratique de développement agricole. Et comme vous voyez, donc, il existe plusieurs concepts de l'agroécologie. L'objectif ici, pour moi, n'étant pas, je n'ai ni la prétention ni l'ambition de pouvoir vous donner ici une vue globale de ce qu'est l'agroécologie, mais je me limiterai seulement et humblement à quelques définitions et concepts clés de l'agroécologie. L'agroécologie est en fait définie à la fois comme une pratique agricole, comme une discipline scientifique, mais aussi comme un ensemble de pratiques agricoles. Comme discipline scientifique, en fait, l'agroécologie est l'application de la science de l'écologie, de la science écologique à l'étude, à la conception et à la gestion d'agroécosystèmes durables. Comme pratique agricole, l'agroécologie recherche les moyens d'améliorer les systèmes agricoles en imitant les processus naturels, créant ainsi donc des interactions et des synergies biologiques et bénéfiques entre les composantes de cet agrosystème. Mais selon certains auteurs, en plus d'être une discipline scientifique et un ensemble de pratiques agricoles, l'agroécologie comprend également une dimension sociale, environnementale, économique et politique. Alors, comment définir l'agroécologie? Me basant donc sur un certain nombre de revues littéraires, j'ai tenu donc à vous présenter l'agroécologie comme une approche agronomique qui permet de reproduire, voire d'améliorer les potentialités productives de l'agroécosystème cultivé, préconise un usage, donc une approche agronomique qui préconise un usage intensif des ressources naturelles renouvelables et qui limiterait au maximum le recours à des intrants de synthèse. C'est une approche
agronomique qui permet aussi de produire une alimentation diversifiée et de meilleure qualité. C'est une approche agronomique qui respecte l'environnement et qui est porteuse d'un développement humain attaché à la sécurité alimentaire et à la santé humaine. Et enfin, c'est une approche agronomique qui renforce la résilience des producteurs face à différents chocs climatiques ou chocs économiques. Par conséquent, donc, il existe plusieurs approches de mise en œuvre de l'agroécologie. Ça peut être l'intégration de l'agriculture à l'élevage, l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, gestion intégrée des ravageurs et j'en passe. Troisième axe de mon intervention, je tenais à vous parler en fait du potentiel de l'agroécologie. En tant qu'outil permettant donc d'améliorer la durabilité des systèmes agricoles et alimentaires, l'agroécologie bénéficie aujourd'hui d'un regain d'intérêt de la part de plusieurs acteurs, d'un grand nombre d'acteurs. Ce sont des ONG, de la communauté scientifique, la société civile, qui travaillent tous à mettre en avant ces acquis, ces avantages et ces potentiels, qui sont assez nombreux. Donc, en tant qu'approche globale, l'agroécologie inspire toutes les sphères de l'organisation sociale, dont la production agricole et alimentaire, la sécurité alimentaire, donc la santé et la nutrition, l'emploi, l'environnement, et présente ainsi des avantages économiques au niveau économique, social, économique et même culturel. L'agroécologie, je ne vais pas m'étaler sur tous ces potentiels et avantages, mais étant donné que le thème de ce forum porte sur la sécurité alimentaire, donc je vais focaliser plus sur le potentiel de l'agroécologie comme outil de développement économique et social, mais aussi comme outil pour assurer la sécurité alimentaire dans les pays en voie de développement. L'agroécologie comme outil de développement économique et social. Vous savez que donc, les tenants effectivement de l'agriculture conventionnelle ont souvent incriminé l'agroécologie ou critiqué l'agroécologie comme étant intensive en travail et donc en main-d'œuvre. Mais en réalité c'est l'agroécologie qui représente en réalité des réelles opportunités d'emploi. Des réelles opportunités d'emploi, donc aussi bien en amont qu'en aval de la production, dans les pays qui cumulent une forte croissance démographique et un fort taux de chômage au sein de la population active, notamment des jeunes. C'est le cas du Mali, c'est le cas du Niger, c'est le cas de beaucoup d'autres pays africains. Les emplois ainsi créés par l'agroécologie permettraient effectivement non seulement de diversifier les sources de revenus, mais aussi en même temps de juguler l'exode rural et l'immigration, amorçant ainsi un développement économique à la base. Aussi, les filières courtes d'approvisionnement mises en avant par l'agroécologie rendent les consommateurs moins vulnérables aux fluctuations des prix des denrées alimentaires, tel ça a été le cas en 2008 dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest. Aussi, le non-recours aux intrants de synthèse mis en avant par l'agroécologie permettrait donc d'augmenter le pouvoir d'achat des familles d'agriculteurs. L'agroécologie et sécurité alimentaire. Plusieurs études et publications scientifiques de ces dernières années mettent en tout cas en avant, en exergue, le rôle potentiel de l'agroécologie comme une alternative crédible pour réaliser les 4 dimensions de la sécurité alimentaire qui sont l'accès, l'utilisation, la disponibilité, l'accès, l'utilisation et la stabilité. Un récent rapport de l'UNEP, donc l'organisme des Nations Unies pour l'environnement, montre aussi que l'agroécologie offre des réponses localisées pour la sécurité alimentaire. Alors, comment mettre en œuvre l'agroécologie? La mise en œuvre de l'agroécologie nécessite à la fois un changement d'échelle, mais aussi un changement de paradigme, impliquant plusieurs acteurs, dont les organisations de producteurs, les ONG et les praticiens du terrain, la recherche et le développement agricole, mais aussi et surtout les politiques agricoles nationales.
Et même si le rapport que j'avais tantôt cité mettait en avant, prônait une transition, on va dire, agroécologique pour l'ensemble des systèmes de production agricole à travers le monde, il place quand même les petits producteurs et les petites exploitations familiales au cœur d'une production agricole et alimentaire durable. Donc, cela signifie que la mise en œuvre de l'agroécologie suppose un soutien prioritaire accordé à l'agriculture familiale. Ce soutien est d'autant plus prioritaire que l'agriculture familiale contribue à plus de la moitié de la production alimentaire mondiale, dont 50% des céréales, 60% de la production de viande, mais aussi 75% de la production laitière. Donc en conclusion, comme je n'ai pas assez de temps, il est aujourd'hui unanimement acquis à travers le monde qu'il y a un besoin clair et urgent pour une réorientation du développement agricole vers des systèmes de production agricole plus durables. Et le soutien à des mouvements paysans ainsi que les ONG et organisations de la société civile impliquées en agroécologie apparaît une nécessité pour que progresse le droit à une alimentation et une souveraineté alimentaire durable et respectueuse des droits des êtres humains et de l'environnement. Je vous remercie. Je me nomme M. Koulibaly Taïbou. Je viens d'une commune rurale de Dougoudouma et à Bamako. Nous sommes contribués à la commune 4 du district de Bamako. Donc je viens d'un colloque de Lyon qui est sur gouvernance et management, quelle coopération. Bon, cette occasion m'a été donnée d'assister à ce forum qui m'inspire et qui me fait que je suis là pour quand même contacter certains partenaires. Notamment, j'ai pris en vol l'intervention de John Alassane, GRDR, qui, si je veux savoir bien s'il intervient au Mali, si son ONG intervient au Mali en dehors de la région de Caille. Parce que nous sommes une commune hybride, une commune paysanne, mais un cité dortoir aussi, parce qu'on est à 0 mètre de Bamako, ce sont les 20 mètres qui nous séparent de la commune de Bamako. Donc je remercie tout le monde et je remercie le président de l'INAGRIB, monsieur les spécialistes, monsieur les assistants, les invités, de m'avoir donné la parole pour m'adresser à tout le monde. Je suis agent de développement local, consultant pour assez d'associations dont l'INAGRIM m'a consulté beaucoup de fois déjà. Donc je remercie l'INAGRIM pour l'initiative. Je n'ai pas de questions type. Je salue les intervenants et je retiens peut-être trois points. Pour ma modeste contribution, je dis que quand on parle de la diaspora, on fait allusion déjà à une manne financière qui doit venir obligatoirement. Donc, l'initiative aujourd'hui de l'INAGRIM, c'est de réorienter ce qu'on a pu déjà faire toujours. Mais du point de vue agriculture, moi je pense aujourd'hui qu'il y a 3 points essentiels dont les éminents intervenants ont touché. C'est le financement. Qui finance, qui doit financer, comment financer pour qu'aujourd'hui l'exploitation agricole au niveau familial puisse nourrir son homme. Je pense qu'il y a l'État, il y a ses partenaires, mais aujourd'hui, je pense que dans la gestion aujourd'hui qu'on connaît dans nos pays respectifs, il faut déjà penser, s'appuyer, on l'a fait déjà, parce que le Mali a commencé dans les années 70 à des grandes opérations de développement qu'on a appelées ODR dans le temps. Aujourd'hui, dans le mouvement décentralisation, on a pensé qu'il faut rendre un peu ce mouvement en responsabilisant les paysans et les élus locaux, mais encore c'est timide. Et les partenaires, je lance un appel. Aujourd'hui, je pense que dans le cadre du financement, il faut s'appuyer aujourd'hui sur les associations qui me rassurent que les fonds vont directement aux intéressés. Alors que les grands
fonds qui sont développés au niveau bilatéral, combien arrive aux intéressés? Et aujourd'hui, c'est un problème. Et dans les conditions de financement de cette coopération décentralisée, il faut que les bailleurs et les associations arrivent à développer un système de montage de dossiers plus flexible où il y a moins de périls parce que les associations ne sont pas spécialement des techniciens et les conditions d'élaboration des documents sont très difficiles pour les associations. Et les montants, des fois les montants privent des fois à faire des projets dignes de ce nom. Parce que quand on me dit que le Forum finance à 15 000 euros, les collectivités, conseils régionaux 10, 12 500, 15 000 euros pour des micro-projets. Moi, je me dis, est-ce qu'on fait un cadeau ou alors on veut faire un projet digne qui peut pérenniser une situation donnée? Donc, ça aussi, c'est à réfléchir. Le deuxième point, c'est la formation. Je demande aujourd'hui, c'est une proposition, que chaque projet désormais inclut un volet formation pour la pérennité des projets. Parce qu'on va financer des projets à Caille aujourd'hui, les paysans, les bénéficiaires ne sont pas formés, ne maîtrisent pas la technique. Après les investissements, le projet tombe à l'eau et il faut que les gens, dans leur financement, proposent une formation pour que les gens maîtrisent effectivement la technicité des installations. Et le dernier, ça c'est le b.a.-ba de la problématique, c'est la gestion foncière. Aujourd'hui, est-ce que nos États sont prêts à y mettre? Effectivement, quand on a un maire, on sait aujourd'hui comment c'est géré le foncier. Et là, il faut désormais que si on veut maintenir, on veut pérenniser l'agriculture familiale, il faut une gestion concertée de la gestion. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Domingos Luis Mendes. Comme le nom indique, c'est un nom lusophone. Je suis de la Guinée-Bissau. Je suis là en tant que secrétaire général de la Fédération des travailleurs africains en France et en Europe, dont il y a une délégation avec la vice-présidente de cette organisation, Madame Khadija Yattara, qui est d'ailleurs malienne. Donc, on est là pour représenter la FETAF. Comment dirais-je, de cette conférence est important, fort important pour le Mali, mais aussi pour l'Afrique. Je vous le dis parce que moi-même, j'étais coordinateur national des programmes de développement rural intégré en Guinée-Bissau. C'est le thème que je connais, qui me passionne. Malheureusement, je ne peux pas rester avec vous jusqu'à la fin. Je me félicite dans la mesure où on dit que 80% de la population malienne vit de l'agriculture. Or, on a parlé de l'agriculture vivrière et on a parlé de l'agriculture de rente. J'aurais aimé que nos intervenants, notre chercheur, nous parle des statistiques sur l'agriculture vivrière et les statistiques sur l'agriculture de rente, l'exploitation familiale. Hein, il y a vivrière, il y a rente, par rapport aux besoins de la population nationale. C'est à partir de là qu'on définit une politique nationale à la rencontre de l'agriculture. Bon, je ne veux pas rester longtemps, c'est dommage, mais je soutiens, la FETAF soutient énormément l'association Inagril et je pense que tous les Maliens doivent soutenir ces initiatives. La plupart des migrants maliens et africains en général viennent du monde rural. Et du fait que ces migrants viennent du monde rural, ça veut dire qu'il y a un manque
la manœuvre dans le monde rural. Aujourd'hui, ce que nous faisons ici, c'est aussi le retour aux sources. Cette politique de Inagrim, c'est vraiment une politique noble. Je vous encourage et la FETAF sera toujours là de votre côté. Je vous remercie encore une fois de plus. Je demande à tous les Maliens, à tous les migrants maliens qui sont en France et ailleurs, de soutenir l'association Inagrim, d'appartenir, d'être membre de cette association. C'est ce que je vous demande, parce que la FETAF est de votre côté. Merci. Bonjour à tout le monde. Je me présente, je suis Mme Koulibaly Assetou, je suis la présidente de l'association Asafam, association d'aide à la femme, à la famille qui est basée à Gagny. Donc, je remercie l'Inagrim et les conférenciers d'avoir donné des informations actualisées sur le secteur agricole au Mali. Mais ma question s'adresse particulièrement à GRDR. En tant que particulier, comment puis-je faire pour avoir une aide financière pour la réalisation d'un forage au Mali? Merci. Je suis Keita Hadjo de la commune de Sadiola. Bon, je pose la question, surtout ma question c'est d'ordre impact écologique, ou si vous voulez impact environnemental. Aujourd'hui, les paysans en toi de la commune de Sadiola veulent gagner beaucoup, mais sans fournir d'efforts, grâce à des produits insecticides. Est-ce que je veux savoir, ces produits que tout le monde veut avoir, est-ce qu'il n'a pas un impact écologique dans le temps? Parce que, bon, on ne sait pas, peut-être on est toujours dans le même champ pendant 1 an, 2 ans. Est-ce que dans 15 ans, ce terrain-là ne va pas perdre sa valeur? Si oui, quels sont les méthodes, les remèdes à mettre à la disposition de ces populations qui veulent produire beaucoup et qui veulent fournir moins d'efforts physiques? Quel sera justement un remède à leur proposition? Bon, et deuxième question, je remercie toute la salle, notamment les migrants, à avoir évité la diaspora. Bon, tout le monde n'est pas consacré uniquement sur l'agriculture. Bon, il y en a qui sont dans l'assainissement, il y en a qui sont trop, mais je pense que l'agriculture joue un rôle très important dans l'économie du Mali. Bon, ma question est toujours à savoir, comme l'a posé la dame, et comment on fait pour avoir un dossier et être accompagné dans les secteurs agricoles et bétail. Merci, je vous remercie. Si je prends l'exemple de CAI au Mali, la cellule existe depuis 1988. Et donc après, on a une représentation. Au départ, on avait une représentation à Bamako. Donc première question, on intervient dans toute la région de CAI au Mali. Après, on avait une représentation à Bamako. Et suite à cette installation de notre coordination nationale à Bamako, on a pu avoir un projet qui intervenait aussi à Koulikoro, Sikasso et Kaye. Donc, mais sur Bamako même, on n'a pas encore d'action. Mais comme on intervient au Mali, donc on pourra voir aussi dans votre commune comment faire intervenir si c'est dans notre zone d'intervention. Pour le moment, on n'est pas au nord, mais on est à Kaye, Bamako, Koulikoro et Sikasso. Donc, si votre commune est dans cette zone d'intervention, on pourra essayer de discuter. Dans un premier temps, ça sera un accompagnement technique parce qu'on fait plus d'accompagnement technique. Les acteurs sont au cœur de tout ce qui est recherche de financement. On intervient sur le double espace. On a beaucoup fait aussi la coopération décentralisée, mettre en rapport des communes du Mali, en rapport avec des communes de Kaye qui reçoivent directement des aides. Donc, voilà de façon très concise par rapport à cette question. On pourra voir après. Donc la deuxième question qui concerne spécifiquement le GRDR, c'est par rapport au... Donc M. Boulaye, donc les consultants, donc il nous a amené un certain nombre d'exemples aussi. Donc on est preneur, hein. On sait que nous, on n'a pas les moyens, en Afrique, on n'a pas les moyens financiers pour notre politique publique. Donc, essayons de mettre en œuvre des actions beaucoup plus durables, renforcement des capacités, parce que toi ou moi, nous ne serons pas toujours derrière le producteur, etc. On n'a pas cette prétention. Donc, renforcement des capacités pour que tout soit durable. Et c'est ça qui est au cœur des activités du GRDR. On travaille beaucoup avec des spécialistes comme vous. C'est le système faire-faire. On est ancré au niveau local, mais il y a des compétences qu'on pourra chercher à un autre niveau. Donc, par rapport à M. Domingos, il est parti. Mais juste, je vais donner la réponse aussi. Je pense qu'aussi, il y a
petite confusion qu'on est en train de faire par rapport à notre agriculture familiale. Parce que j'aurais aimé qu'il me parle de l'agriculture familiale et l'agrobusiness, mais quand il parle de l'agriculture familiale et l'agriculture de rente, parce que l'agriculture familiale aussi c'est une agriculture de rente. Je prends l'exemple, le petit producteur de coton, le petit producteur de coton de Tambacounda ou bien le petit producteur de riz de maraîchage, il produit, il consomme peut-être 15% de ça, mais le reste c'est vendu. Donc, juste une petite interprétation, c'est agriculture familiale et agrobusiness, parce que l'agriculture familiale aussi peut être une agriculture de rente. Donc, Madame Koulibaly, donc, j'avais peur au départ de la question quand elle parlait en tant que particulière, parce qu'un forage que tu vas faire dans ton village, ce n'est pas un forage privé, donc c'est un forage pour la population, donc tout ce qui est communautaire, donc les GRDR appuient, tout ce qui est particulier, parce qu'il y a des activités, par exemple, si tu peux personnellement, si tu veux mettre en œuvre aussi une activité économique à Caille, dans la région, on peut essayer de voir, mais un forage, c'est un bien commun et ça rentre effectivement dans les activités qu'appuie du GRDR. On peut essayer de voir, si dans notre zone d'intervention, on essaie de voir l'appui technique, donc comment faire, la recherche de financement, donc on peut te mettre en réseau, etc. Donc, c'est des choses qu'on est en train de faire dans notre zone d'intervention. On peut essayer de voir les passerelles. Donc, par rapport au dernier intervenant, M. Keïta, donc, heureusement qu'il a souligné une zone qui est Sadiola. Et qui dit Sadiola, on passe directement à l'exploitation minière. C'est pour cela que dans des zones, ce n'est pas Sadiola seulement, c'est Kenyaba, qui parle des jeunes de l'agriculture. Ils vont te dire que c'est un métier où tu travailles beaucoup, etc. Nous, on veut de l'argent tout de suite. Tu vas dans une exploitation minière, tu fais ton travail ou bien tu recherches de l'or, tu gagnes des millions en un laps de temps. Dans les zones minières, vraiment, la problématique, c'est l'exploitation minière qui détourne les jeunes. Ce n'est pas l'agriculture seulement. Tu vas dans les classes, tu verras des gens qui vont abandonner l'école pour aller faire l'exploitation minière. Donc, au mois de mars ou avril, parce qu'on travaille avec les intercos, donc il y a ce qu'on appelle l'interco Benkadi, qui regroupe Sadiola, Awadembaya, donc il y a les 4 communes qui constituent l'interco de Benkadi. On leur a appuyé dans le cadre d'un programme PAIDEL pour organiser un forum. Et ce forum a permis aussi de mettre ce lien, peut-être que je pourrais dans l'avenir te donner les conclusions de ce forum, le lien entre les résultats, tout ce qui est abandon, agriculture familiale, comment soutenir l'agriculture face à l'exploitation minière qui gagne du terrain avec des ressources financières qu'il faut avoir au jour le jour. Donc vraiment la spécificité de cette partie de Caille, Sadiola, Kenyaba, c'est l'exploitation minière. On est en train de voir par rapport aux différentes aux conséquences, hein, donc détournement aussi de la main-d'œuvre agricole, mais aussi tout ce qui est environnement par rapport à ça. Donc vraiment, la spécificité de cette zone, c'est l'exploitation minière qui gagne du terrain par rapport au détriment de l'agriculture familiale. Oui, comme l'a dit l'intervenant précédent, il ne faut pas opposer culture ouvrière, culture de rente. Les cultures de rente sont parfois indispensables à développement des revenus, etc. Donc la question c'est, par rapport à ce qu'on a dit les uns les autres, c'est comment ces cultures de rente sont développées, au profit de qui, etc. Sur le foncier, qui est effectivement une vraie question, c'était votre dernière remarque, hein. Il y a 2 axes. Il y a effectivement l'axe lutter contre les accaparements de terre, quelle que soit la forme qu'elles prennent. Et là, il y a en Afrique effectivement tout un travail d'association des syndicats là-dessus qui est fort intéressant. Il y a eu des directives qui ont été volontaires, qui ont été développées, qui peuvent servir de base, y compris aux associations, pour s'opposer aux accaparements de terre et exiger la transparence des accords qui sont passés. Parce que ça, c'est un des vrais problèmes, c'est la faible transparence des accords qui sont passés entre les gouvernements et les acquéreurs. Donc là, il y a vraiment un travail d'association, de militants sur la bataille sur la transparence. L'autre point qui est très difficile, c'est arriver à gérer le foncier à travers des droits d'usage pérennisant des usages qui sont déjà acquis, sans passer par la propriété formelle. Mais ça, je vous laisse, parce que c'est des questions extrêmement complexes dont je ne suis pas spécialiste. Mais il faut réfléchir effectivement au développement de droits d'usage stabilisés par rapport à des situations communautaires, etc., qui existent en termes de droits d'usage, et pas nécessairement au passage de droits de propriété formels. Voilà.
élément de réflexion. L'impact environnemental et l'application en fait des intrants de synthèse et mentionné notamment l'usage d'insecticides chimiques. Et effectivement, il est souvent mis en avant que pour développer l'agriculture familiale, il faut que l'agriculture familiale change de paradigme pour pouvoir aller vers plus des pratiques d'agriculture conventionnelle. Mais comme je le disais dans mon intervention, il est ressorti d'un certain nombre de publications scientifiques que cette agriculture conventionnelle a beaucoup d'impact sur l'environnement parce que non seulement il pollue les terres, il pollue la nappe phréatique parce que les produits chimiques s'infiltrent dans les sols donc pour atteindre la nappe phréatique sur le long terme. Donc ça a été le cas par exemple en Asie où la nappe phréatique de beaucoup de pays asiatiques a été polluée, contaminée par l'apport d'intrants chimiques. Et c'est pourquoi en fait l'on prend de plus en plus un changement de modèle agricole pour faire la promotion plus de l'agroécologie qui préconise effectivement la gestion durable des ressources naturelles en faisant ou en tout cas en limitant le maximum possible le recours aux intrants de synthèse. Et par rapport à la question du foncier, effectivement, je mentionnais aussi dans mon intervention qu'aujourd'hui il y a 33 millions d'hectares de terres qui ont changé de main cette dernière décennie, passant donc des mains des petits agriculteurs aux mains des grands industriels agricoles. Cela est effectivement dû au fait que dans beaucoup de pays en voie de développement, il n'y a pas une réglementation foncière en vigueur qui puisse effectivement limiter ces accaparements de terres. Je ne sais pas, au niveau du Mali, il me semble avoir appris que le code rural mis en place par le Mali prévoit un certain nombre de directives effectivement pour limiter l'accaparement des terres. Donc voilà.